Bonsoir à toutes et à tous. Toute l'équipe des Thessaloniques, de l'Institut français des Thessaloniques, est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette rencontre littéraire qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des jurys étudiants de la deuxième édition du choix Goncourt de la Grèce. C'est une première pour nous ce soir car c'est une rencontre attendue qu'on l'ouvre au grand public pour qu'on invite les gens à échanger avec nous et faire un débat encore plus riche et plus diversifié. Merci chaleureusement à Camille de Toledo d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir et pouvoir parler avec lui sur son livre « Thésée, sa vie nouvelle ». Il était un des 4 écrivains finalistes du prix Goncourt, en lice pour le choix Goncourt de la Grèce. Et à mes côtés, afin d'animer la soirée, Madame Sandrine Mouchet, consul générale de France et directrice à l'Institut français des Thessaloniques. En raison des mesures sanitaires et du respect de la distanciation, mes 2 collègues Fanny Fénérol et Danae Iochimidis sont toujours avec nous au panel, mais sur 2 fenêtres différentes que vous pouvez voir sur vos écrans, pour gérer bien vos questions et répondre à des questions qui vont être posées par le grand public. Madame la consul, à vous la parole. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir. Merci à Camille de Toledo d'avoir accepté d'être avec nous. Merci à tous les étudiants qui participent à ce jury. Merci à leurs professeurs. Merci à l'équipe, Tim, Danae, Fanny, Caterina, qui ont fait un gros effort pour organiser cette rencontre. Oups, je recommence. Oui. Désolée, je n'avais pas mis le son. Les accidents du direct. Je recommence. Je voulais vous dire que je suis ravie d'être là ce soir, que je remercie donc tous les Camille de Toledo d'être avec nous, d'avoir accepté d'être là, les étudiants, les professeurs, l'équipe ici, Fanny, Caterina, Tim, Danae. Donc on organise ce choix Goncourt pour la 2e édition cette année, choix Goncourt en Grèce. Il existe dans une 20aine de pays. En Grèce, donc pour la 2e fois, ici à l'Institut français de Thessalonique, en partenariat avec l'Institut français de Grèce à Athènes. Nous avons une forte participation cette année avec 10 universités, donc 10 jurys, 24 départements, pas que des départements de français, et donc 104 étudiants qui participent au jury et qui, de cette manière, peuvent goûter au plaisir de la littérature contemporaine, partager leurs impressions, etc. Donc, ouvrir de nouveaux horizons. Nous avons donc cette année 4 livres en lice, d'ailleurs comme l'an dernier. Donc, on a fait une rencontre avec Hervé Letellier récemment pour l'Anomalie. Nous avons ce soir Camille de Toledo pour Thésée, sa vie nouvelle. Nous aurons le 26 mars Jaili Amadou Amal pour Les Impatientes et le 16 avril, Maëlle Renoir pour l'historiographe, c'est toujours difficile à dire, du Royaume. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole à Caterina pour présenter rapidement Camille de Toledo. Oui, je reviens vers vous, Camille de Toledo. Vous êtes écrivain français installé à Berlin. Vous avez aussi de multiples talents. Vous êtes vidéaste, musicien et photographe. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler plus pendant la conversation qu'on va entamer avec les étudiants. J'aimerais juste faire un bref résumé pour le grand public qui nous suit et qui n'a pas lu votre livre. Donc, très brièvement, le frère de Thésée, Jérôme, se suicide. La mère meurt 1 an après, puis le père 4 ans plus tard. Thésée, le héros, se retrouve seul et brisé et décide de fuir le lieu de la tragédie, la ville de l'Ouest, Paris, pour aller vivre avec ses 3 enfants vers l'Est, à Berlin, dans une autre langue et dans une ville sans mémoire, croit-il. Il emporte avec lui sa peine et plusieurs cartons d'archives familiales. En croyant choisir la vie, loin de ses deuils et des absences pesantes, il refuse l'enquête à laquelle son corps le contraint jusqu'à ce qu'il ouvre les fenêtres du passé. Je crois qu'il est temps de passer aux questions et je laisse ma collègue Danae de passer la parole aux étudiants pour pouvoir échanger avec vous. Bonsoir à tout le monde. On va commencer par le jury de l'Université de Thessalie et je passe la parole à Evangelos Balamotis. S'il veut tout simplement activer son micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Monsieur Camille de Toledo, je vais poser quelques questions. Le premier, c'est si vous deviez choisir un autre titre pour votre livre,
vous choisiriez lequel et pourquoi? Alors, merci pour votre question. Merci pour toutes celles et ceux qui sont là avec nous. Je n'ai pas le plaisir de voir vos visages. Je ne crois pas que ce soit une chose possible. Donc, ce sera, disons, dans cet anonymat. J'espère que pour autant, on arrivera quand même à établir un lien un peu comme ça, d'intimité aussi, de conversation. Il y a eu beaucoup de titres. L'un des titres de travail qui a longtemps été là, qui faisait référence en fait à ces grands textes, disons, de l'histoire de différentes traditions religieuses. On parle souvent de livre des morts. Il y a un livre des morts tibétain, il y a un livre des morts égyptien, il y a souvent, disons, en tout cas, une certaine forme de liturgie liée aux morts dans différentes traditions monothéistes. Et donc, le titre de travail de mon livre, c'était le livre des morts. Puis, il y a eu un autre titre qui était d'après un moment du livre, et ça aurait pu être également le premier roi juif de France. Voilà, le premier roi juif de France. C'était aussi une possibilité. Et en fonction des éditeurs, c'est finalement Verdier qui a eu, eh bien, voilà, qui a fini par éditer le livre et qui avait cette préférence pour le Thésée, sa vie nouvelle, qui mettait l'accent sur le narrateur, sur son histoire et sur ce sous-texte mythologique qui est dans le livre. Et une encore question, une seconde question. Lorsque l'héros fait face à une situation difficile, il choisit de s'éloigner. Est-ce qu'un acte de la céder? Est-ce qu'une stratégie? Que feriez-vous à sa place? Excusez-moi, je n'ai pas eu les derniers mots de la question, c'était un peu complexe. C'était est-ce un acte de lâcheté? Est-ce une stratégie? Que feriez-vous à sa place? Et en parlant, la question est adressée à cette pulsion de Thésée de quitter la ville de l'Ouest, c'est ça? Oui, oui. Oui. C'est toujours compliqué de juger ces personnages, de juger ces narrateurs, surtout que ce narrateur Thésée est évidemment très entrelacé avec des éléments biographiques. Donc, je crois qu'il y avait en fait chez lui non pas une logique disons, d'abandon, mais plus comme on chercherait à échapper à une malédiction. Dans la mythologie, il y a beaucoup de ces histoires, vous savez, on essaye d'éloigner Oedipe de l'oracle, de ce qui est annoncé, qui sera une fatalité, il tuera son père, il couchera avec sa mère. On essaye de l'emmener loin en fait du destin pour essayer de déjouer le destin, comme un dialogue permanent entre la liberté et la fatalité, entre l'annonce d'une fatalité, d'une tragédie à venir et un désir d'y échapper. Un autre exemple, c'est parfois lorsque dans des familles qui sont frappées par des morts successives, on cherche à renommer les survivants, on dit parfois pour que les anges de la mort ne les trouvent pas, pour brouiller les cartes, si vous voulez. Et dans la démarche de Thésée, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est déjouer un mauvais sort, c'est s'éloigner d'une forme de malédiction, c'est prendre ses distances avec ce qu'il nomme la nécropole. Donc c'est tous ces espoirs-là qui le portent à partir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On va passer à l'université ionienne. Eleni Maclasimon est là. Il va vous poser sa question. Bonsoir, Monsieur Camille Toledo. Alors, comme on voit dans le livre, Thésée va comprendre depuis le suicide d'un de ses ancêtres le début de la douleur qui passe dans sa famille de génération en génération. Alors, dans quel degré pensez-vous que le choix de nos anciens influence nos vies? Je vous répète, si vous voulez, la question rapidement. Thésée va comprendre depuis le suicide d'un de ses ancêtres le début de la douleur passée dans sa famille de génération en génération. Alors, dans quel degré les choix de nos anciens influencent-ils nos vies? Merci. Merci pour votre question. J'espère que vous m'entendez mieux que je ne vous entends.
J'ai parfois du mal avec les voix qui sont un petit peu déformées par le réseau. Donc, la question que vous posez est celle de ce qu'on appellerait la fatalité généalogique, ce qu'on va appeler dans différents outils que j'ai utilisés, des outils de psychogénéalogie aussi parfois. Qu'est-ce qui passe de génération en génération et qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui passe de corps en corps et qu'est-ce qui ne passe pas? C'est une vaste énigme, c'est une grande question avec des observations que l'on a depuis ces différentes formes de savoir. Dans Thésée, sa vie nouvelle, je mentionne la psychogénéalogie, je mentionne ce qu'on appelle l'épigénétique pour essayer d'interroger ce qui serait plus inscrit dans les corps, dans la matière des corps. Je crois il ne faut pas se tromper sur ce que ça pointe parfois, en disant mais ce serait une fatalité, ce serait un fatalisme. Il faut accueillir ces outils et essayer d'interroger en fait ce qui vient du passé. C'est ce que fait Thésée. Et encore une fois, il le fait parce qu'il est forcé de le faire. Donc, le chemin qu'il traverse, c'est d'abord un refus. Si on avait des catégories un peu simples de sociologie, on dirait un refus des déterminismes. Il cherche à imposer sa liberté de choix, de départ, de couper, de dire je ne suis de nulle part et de personne et je vais inventer ma vie et je vais offrir à mes enfants une vie nouvelle. Donc il y a toute cette pulsion d'invention, de liberté, d'affranchissement. Et puis il y a des épreuves de l'existence qui le conduisent à mettre les genoux à terre, on pourrait dire, à céder devant ce qu'il appelle, devant ce qui l'oblige à regarder dans le passé. Et je crois que ce qu'il découvre, en fait, c'est... Enfin, voilà, moi, je ne peux en parler qu'avec prudence. Ce qu'il découvre, c'est qu'il y a des mécaniques à l'œuvre, il y a des logiques à l'œuvre. Et pour chaque destin, pour chaque vie, ces logiques-là vont apparaître différemment. Alors, pour vous répondre plus concrètement, il y a une logique dans Thésée... Pardon. Il y a une logique dans Thésée qui est assez bien observée par la psychogénéalogie, c'est celle qui naît des secrets, ce qu'on appelle aussi le suintement des secrets. Lorsque la génération de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents ont caché quelque chose, lorsqu'ils ont cherché à taire quelque chose, lorsqu'ils ont interdit que l'on parle de quelque chose, très souvent, on observe que 2 à 3 générations, parfois 4 générations plus tard, un membre d'une famille, plusieurs membres d'une famille sont appelés à sortir du secret, à sortir de l'ordre du secret, à creuser, à enquêter pour que la vérité, en quelque sorte, soit au grand jour, soit rendue publique, soit en tout cas remise dans la vie. Et donc ça, ce sont des logiques, il y en aurait d'autres que je pourrais vous dire, mais je ne voudrais pas répondre de façon trop catégorique en vous disant, je sais que dans certaines traditions amérindiennes, on dit toujours que le futur est fixé par le temps des ancêtres. Et chez les aborigènes aussi, le futur est toujours fixé par le temps des ancêtres. La position de Thésée, sa vie nouvelle, c'est une position entre ce rêve moderne d'être libre et ce qu'il appelle l'archaïque, c'est-à-dire les retrouvailles avec des formes de savoir qui vont chercher dans le passé. Voilà. Mais c'est là où il y a la littérature. C'est que la littérature, elle va toujours chercher un point de singularité. Elle ne va jamais vouloir en faire une loi. La littérature, ça a à voir avec le singulier qui, tout d'un coup, se met par magie, ou non d'ailleurs, à parler à plus que nous. Tout d'un coup, celles et ceux qui nous lisent se reconnaissent, on ne sait pas pourquoi, se voient ou comprennent des choses de leur propre vie à travers la littérature. Et ça, c'est ce point que l'on cherche souvent comme écrivain, partir d'un matériau assez intime
et lui trouver la forme qui va permettre que ça puisse avoir des échos, produire des échos dans les cœurs de celles et ceux qui vous lisent. Alors, pensez-vous que l'on peut échapper à notre destin en fuyant notre héritage familial ou celui-ci finit toujours par nous déterminer? Je vous relis peut-être la question parce qu'on n'entend pas très bien. Peut-on échapper à notre destin en fuyant notre héritage familial ou celui-ci finit-il toujours par nous déterminer? Même si vous avez déjà un petit peu répondu. Merci beaucoup. Merci. Je me permets d'ailleurs de voir dans le chat qu'il y a, et je le salue, je suis le représentant des éditions Potamos et traducteur de M. Zézé. Oui. Je le salue. Donc, salutations. Je suis très heureux que la nouvelle de cette rencontre soit arrivée jusqu'à vous. Et merci infiniment du temps que vous passez en traduction. La traduction est un élément très, très important de tout mon travail de recherche. C'est ce qui permet que ce qu'on appelle l'Europe existe et au-delà que le monde existe, c'est par la traduction. Donc, merci pour l'accompagnement de votre travail et pour cette future publication. Oui, on en profite effectivement pour accueillir Spiros Tianaras, donc votre traducteur, qui est avec nous ce soir et on le remercie. Et d'ailleurs, Jérôme a sa place dans le livre, Jérôme le traducteur. Donc, ceci étant dit, j'ai l'impression qu'on va avoir à creuser cette histoire de la liberté et de la fatalité. La réponse à cette question, à ce débat, je dirais, elle n'est pas entre nos mains. Elle est entre les mains d'une question métaphysique. Est-ce qu'il y a un sens, quelque chose qui pilote nos actions, que nous croyons libres, ou est-ce que nous sommes véritablement Et là, je crois qu'on rentre dans une dimension théologique qui est présente dans le livre, et on pourra y revenir sur cette présence du sacré, cette question qui est posée sans cesse à Dieu. Mais je crois que Thésée, sa vie nouvelle, est avant tout un livre de questions. C'est un livre des questions posées à ce qui est sans réponse, à ce qui reste sans réponse. C'est un livre du doute, c'est un livre des hypothèses, c'est un livre qui cherche et qui creuse à partir de cette question de la liberté et de la fatalité. Mais ce n'est jamais un livre qui cherche à trancher ces questions, parce que tout simplement, ce serait se mettre à la place de la raison dans les choses, si je parlais comme Spinoza, ou ce serait se mettre à la place de Dieu, s'il existe. Ou du sens, ou de la logique même du monde. Enfin, ce serait quelque chose qui serait juste simplement inabordable, ni pour moi, ni pour un philosophe, ni pour un théologien d'ailleurs. Donc, cette question, on ne va pas la trancher, mais j'aimerais par contre vous donner quelques éléments en fait de cette recherche. Ce que fait Thésée, ce que je crois que je cherchais dans l'écriture, c'est montrer l'histoire d'une bascule spirituelle et d'une bascule existentielle. Thésée, c'est un narrateur, comme je le disais, qui part avec des idées de moderne. Et la modernité est marquée par des histoires de coupure, de séparation, d'affranchissement. Une histoire de la liberté qui sans cesse pense qu'elle va rejouer en permanence à partir de rien, à partir d'un point d'origine qui serait une naissance et qui donnerait une vie libre, une vie autonome. Et ce que nous découvrons dans l'épreuve de notre histoire très longue, y compris européenne, mais y compris, je dirais même tout simplement humaine, c'est que nous sommes attachés. Nous sommes reliés à des frères, nous sommes reliés à des voies de mer, nous sommes reliés à des langues, nous sommes reliés à des éléments de la nature, nous sommes reliés à des paysages, nous sommes en quelque sorte attachés à, reliés à. En français, on dirait ça. On parlerait des attachements. Et ce que va chercher Thésée dans cette bascule de vie, c'est à reconnaître, lorsque je disais tout à l'heure qu'il mettait pied à terre, c'est comme s'il était déchu de cette position de moderne en mettant pied à terre pour accepter, en fait, forcer d'accepter ses attachements. Et donc de regarder vers l'arrière et de regarder notamment vers les lieux de la blessure. Donc des blessures de l'histoire, des endroits où certains sont morts, des fragilités généalogiques,
qui ont pu s'inscrire dans ces lignées et causer notamment la mort du frère Jérôme. C'est ça en fait, cette bascule du moderne vers l'archaïque, arché, vous le savez puisque je parle à la Grèce ici, c'est ces questions de fondation, c'est ce qui fonde en fait une vie. Et ce qui fonde une vie, c'est notamment voilà, toutes celles et ceux auxquels nous sommes liés, auxquels nous sommes attachés, auxquels nous sommes reliés. Voilà le chemin de vie de Thésée. Être forcé de regarder vers l'arrière et humblement mettre genou à terre pour reconnaître qu'il n'y a pas cette toute-puissance de la liberté. Que si la liberté existe, elle doit être comprise comme une marge de manœuvre plus étroite, plus fragile. C'est ça que reconnaît Thésée. Merci beaucoup. On peut passer la parole un peu à votre traducteur s'il veut nous dire un petit mot. Bien volontiers. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Je suis très heureux de vous rencontrer. On avait échangé quelques courriels. Je suis vraiment content de vous voir. Si vous pouvez je suis en train de traduire en ce moment pas Thésée, mais L'inquiétude d'être au monde. Mais je pense que c'est des livres qui s'entrecroisent. Et je voulais simplement mettre le point sur une phrase que je tire du livre je pense qu'elle illumine aussi Thésée. C'est « L'inquiétude est le nom que nous donnons à ce siècle neuf ». Et je pense que cela est vrai aussi pour Thésée. Et cela est vrai pour la littérature que M. Toledo écrit. Je pense que pour moi, ce qui est tout à fait neuf et en même temps ancien dans le sens de arché dont vous avez parlé à l'instant, c'est qu'on revient vers une littérature qui n'est pas une littérature de thèmes contemporains ou du moment, mais c'est une littérature qui retourne à l'inquiétude humaine et aux questions existentielles humaines. Donc c'est une littérature, à mon avis, où le lecteur peut trouver son repos existentiel en suivant le chemin de l'héros. C'est ce que je vois et ce que j'aime dans cette littérature. Merci beaucoup, Spiros. Moi-même, je suis très, très heureux de faire votre connaissance via de Zoom interposé. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer plus présentement, plus en présence encore, en chair et en os, dans un temps où nous serons un peu libérés de cette mauvaise époque, un peu d'isolement. Et je suis très touché par tes mots, je suis très touché par tes lectures, je suis très touché par le temps que tu passes à être là en compagnon de mes textes. Je dis parfois qu'un auteur, c'est un auteur plus ses traducteurs. Je dirais qu'une Cervantes n'existerait pas s'il n'y avait pas Cervantes plus toutes celles et ceux qui l'ont traduit. Shakespeare n'existerait pas, disons, mondialement s'il n'y avait pas toutes celles et ceux qui l'ont traduit. Et donc, chaque auteur, chaque écrivain, chaque écrivaine est une petite république. Un livre, c'est déjà une petite république et qui parle plusieurs langues. C'est très beau, cette idée d'une république en langue, d'une république de passe-frontières. Un de mes philosophes préférés est Walter Benjamin, qui a ce rapport si touchant à l'enfance et notamment à la fragilité, au tremblement, à la traduction. Et c'était simplement pour dire ça, voilà, que ce qui est en train de se passer avec Thésée dans ses différentes traductions, c'est ça, c'est que tout d'un coup, il est en train de devenir cette petite république du tremblement. Et j'aimerais pour ça revenir à deux termes que tu as employés qui sont très importants pour moi. L'inquiétude. En français, il y a le mot quiétude. Bien sûr. Quiétude, c'est ce qui est quiet, c'est ce qui est dans une forme de paix, qui a trouvé une forme de sérénité, de calme, de repos, tu parlais. C'est l'autre terme sur lequel j'aimerais revenir. Voilà la quiétude. Et l'inquiétude de la vie humaine, c'est précisément tout ce qui est sans cesse dans le mouvement.
Et donc, c'est le mouvement même du vivant, c'est le nom même du vivant, cet inquiet. Vous pouvez même penser à cette silhouette humaine qui, au premier temps de l'humanité, découvre la marche, la verticalité. La marche, c'est une position de déséquilibre. Par rapport à beaucoup d'autres espèces, nous avons apporté le déséquilibre. Nous sommes une espèce déséquilibrée, j'allais dire. Et donc, il y a cette inquiétude qui est pour moi un des propres de l'existence, qui commence avec une inquiétude dans les langages. Qu'est-ce que c'est lorsque, comme ça, nous découvrons qu'il y a 1000 manières de nommer le monde, qu'on peut dire chatoul, et on peut dire chat, et on peut dire katze, et on peut dire en grec, etc. C'est que tout d'un coup, on est dans l'inquiétude de la langue par rapport au monde. On est dans l'inquiétude. Et il va falloir faire avec cette inquiétude, il va falloir l'habiter. Et ce que je cherche à faire de livre en livre, c'est à habiter cette inquiétude, à essayer de dire, et notamment dans une dimension assez politique même. Pourquoi c'est politique d'habiter l'inquiétude? Parce que si nous cherchons sans cesse la consolation, nous allons retomber, comme disait Stig Dagerman, si nous cherchons la consolation, nous allons tomber sur des idées qui seront toujours un peu trop faciles. Ça va être la nation. On va vous dire, vous êtes de telle nation. Ou ça va être les frontières. On va vous dire, vous êtes gardés, bien gardés derrière des frontières. Ça va être la fierté ou le pouvoir qui conforte, qui console parfois. Et toutes ces choses-là, dont d'une certaine façon nous ne voulons plus, sont liées à cette dialectique de l'inquiétude. Nous avons peur et donc nous nous en remettons à plus fort ou à plus sûr que nous. Alors que si on habitait cette inquiétude, peut-être que quelque chose se désarmerait dans cette manière d'habiter le monde. Donc voilà ce qu'il cherche de chercher. Et tu parlais de ce mot repos. Il est crucial pour moi, ce mot repos. Repos, c'est aussi se reposer, chercher une nouvelle position dans le monde. Et Thésée, pour nourrir sa vie, je lui ai prêté des épreuves que j'ai traversées, et notamment des années où j'ai cru perdre la vie et j'ai cru que je ne pourrais plus bouger, que je serais condamné à la paralysie. Et cette paralysie, ce qui m'est arrivé, m'a obligé à changer profondément mon repos, ma manière de me poser dans le monde, la position que j'occupais. Et donc, en partie, ce que l'on sent fortement dans le livre, à remettre en question beaucoup de croyances qui sont liées au contrôle, au pouvoir, à la volonté, à tout ce qui, en quelque sorte, fait violence. J'ai dû renoncer à toutes ces formes-là pour essayer de reposer le corps qui m'a permis ensuite de me remettre à marcher. Et c'est aussi cette traversée-là que j'ai donnée à Thésée. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait passer à la question du jury de l'Université du Pirée. Radula Nikitaki. Ou sinon, Eleni Yanaki, qui sont en ligne. J'espère. Que représente pour vous Eleni, toi. Que représente pour vous cette réécriture du mythe de Thésée sur le plan temporel, passé, présent, futur? Comment la réécriture concilie, selon vous, le passé avec le présent et le futur? Vous voulez que je répète une fois la question? Surtout le début de la... Alors, que représente pour vous cette réécriture du mythe de Thésée sur le plan temporel, passé, présent, futur? Comment la réécriture concilie, selon vous, le passé avec le présent et le futur? Merci beaucoup.
J'ai envie de scinder, si vous voulez bien, cette question en deux. Et encore une fois, je ne suis pas, moi, un homme des réponses. Donc, je suis un peu avec vous dans les questions. Moi, je pense on attend des réponses, mais c'est bien de rester du côté des questions. Je vais scinder cette question. Je vais essayer de vous répondre sur Thésée et ce retravail sur le mythe de Thésée et d'où ça vient. Et puis peut-être que ça, après, il y aura une autre tentative de parole sur la question des temps, qui est une question qui est très importante pour moi. D'abord, vous dire que ça part d'un souvenir d'enfance, un des livres que ma mère me lisait le soir, qu'elle a lu à plusieurs reprises et qui m'a marqué. Et sans doute que vous avez d'ailleurs l'origine pour moi de cette bascule dans l'écriture, c'est que je suis plus un homme du mythe qu'un homme du contemporain. Je pense que notre époque a plus besoin de re-regarder vers le mythe ou vers les fables ou vers les contes, vers les histoires donc archaïques plutôt que vers les choses contemporaines. Et j'ai donc été frappé enfant par plusieurs éléments, mais notamment par la façon dont le père de Thésée devancer, vous savez en français, devance le chagrin. Il ne sait pas encore, il n'est pas sûr, mais il voit les voiles au loin, il comprend que la couleur n'est pas la bonne, et plutôt que d'attendre cette douleur, plutôt que de la traverser, de la vivre, il devance le chagrin. C'est un suicide par anticipation de chagrin. C'est un suicide en fait qui devance. Et pour celui qui écoute, c'est un moment d'asymétrie très douloureux parce que nous autres, les lecteurs, nous savons que le fils est en vie. Nous savons qu'il est en vie. Et nous voyons un père qui croit qu'il est mort. Et donc, il y a quelque chose là d'une dissonance cognitive, d'une grande douleur d'un savoir que l'on ne peut pas transmettre. C'est comme si, enfant, j'avais envie de crier au père en disant « Non, 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 ne fais pas ça. Je sais, il est là. Il est là, il a réussi. » Et donc, là, vous voyez ce que c'est la pulsion de réparation du monde. C'est « J'aimerais, moi, être l'intercesseur, celui qui dit « Non, 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 non. » Pas de mort là, pas de suicide. Donc il y avait cette chose-là, et vous voyez dans Thésée, sa vie nouvelle, la mort de Talmaï, le suicide de Talmaï après la mort d'Ovède. C'est quelqu'un qui devance le chagrin d'une certaine façon. Il a enterré son fils, Ovède. Mais par contre, ce qu'il dit à la fin, c'est qu'on le voit, il accompagne cet autre fils qui part à la guerre. Et il ne supporte pas l'idée que ce fils pourrait mourir. Donc, il va aussi lui-même devancer ce chagrin. Ça, c'est une des premières exégèses de Thésée, le mythe. Je crois que nous écrivons aussi toujours comme exégètes. On n'écrit pas des histoires nouvelles, on écrit toujours sur des tapis d'écriture qui nous ont précédés. Donc, il y a une dimension comme ça de commentaire du mythe. L'autre dimension, je ne vais pas toutes les donner, mais elle est bon, il y en a une évidente, c'est la recherche de ce qui nous tue. C'est ce que je pourrais appeler le principe du Minotaure ou le principe Astérion. Qu'est-ce qui nous tue? Nous autres humains, nous autres plantes, animaux, forêts, lacs, rivières. Qu'est-ce qui nous prend nos forces? Qu'est-ce qui nous prend la vie? Ça, c'est cette recherche du monstre qui est le fil rouge de Thésée, évidemment. Un autre point d'accroche avec le mythe, c'est la corde du pendu, c'est cette corde du frère qui fait office de fil de la recherche. Mais il y a un dernier chose qui, moi, me touche personnellement en rapport à l'histoire de l'Europe, et particulièrement, je pense, avec le contexte grec, avec cette notion de dette. De dette. Qu'est-ce que nous payons pour le passé, pour les fautes du passé? Et au fond, l'histoire de Thésée est aussi cela. La dette payée pour ou à cause d'une défaite au roi Minos. On lui doit quelque chose parce qu'il a
vaincus parce que nous avons été vaincus. Donc vous voyez, c'est une dette qui est payée par des enfants ou des corps de jeunesse pour le passé. C'est la jeunesse qui paye pour les fautes du passé. Et Thésée est celui qui vient en quelque sorte affranchir, libérer, mettre fin au cycle des dettes. C'est un motif extrêmement puissant pour notre époque, ce motif-là. Comment est-ce que nous arrivons à nous affranchir de la dette que nous payons éternellement à ce qui a eu lieu avant nos vies? Donc ça, c'est pour la part de lien avec le mythe. Et puis après, mais je ne vais pas garder la parole là, j'y reviendrai peut-être avec d'autres questions. C'est cette question de l'emmêlement des temps. J'y reviendrai, si vous voulez, un peu plus tard. La dernière chose que je veux mentionner, c'est qu'on insiste beaucoup sur Thésée. Mais pour toutes celles et ceux qui aiment aller un peu plus loin dans ce que les livres nous font, ce qu'ils suggèrent, il faut être très attentif quand on lit Thésée à l'histoire de Yaakov. Il est mentionné 2 fois l'histoire de Yaakov, notamment dans le dialogue au cimetière avec le frère. L'histoire de Yaakov, je vous la rappelle brièvement, c'est un des patriarches, c'est le fils d'Isaac, et il traverse une rivière et il se bat avec une sorte d'entité, ange, humaine, divine, on ne sait pas. Et ce combat-là amène à un nom nouveau. Il est renommé à l'issue de ce combat. Et il y a beaucoup de choses dans Thésée qui tournent autour de cette histoire de Yaakov. Quelqu'un qui se bat avec une force qui vient du passé, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça le dévore, ça le met à terre. Et en quelque sorte, le livre est là pour lui redonner une place, pour le reposer, je parlais de repos tout à l'heure, pour le requalifier, pour changer sa généalogie. Voilà. Ça, c'est un point aussi important dans son lien au mythe. Bon, il y en aurait d'autres, mais... On va passer à notre jury de l'école française de Thessalonique et nous avons Annick, une élève de première du lycée. C'est le jury le plus jeune. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est, dans un extrait de votre livre, le frère mort suicidé parle au narrateur, je cite, « Est-ce que tu crois vraiment que les livres sont là pour apaiser, pour faire quelque chose ?» Est-ce que cette question, vous la posez à vous-même? Merci pour cette belle question aussi. Toujours, merci pour toutes vos belles questions. Elles sont. C'est une question que je vais me poser à moi-même. C'est au-delà des questions. Je me pose beaucoup de questions. Mais là, il y a une question c'est une question que je pose au langage. C'est une question que je pose au langage. Je vais essayer de partir d'une chose très concrète. Quand vous entamez une psychanalyse, ou que vous passez par la question du soin par la parole, il y a cette foi que le langage guérit. Il y a quelque chose dans notre histoire qui lie, qui attache la question du langage et la question de la guérison. Dans le traitement des traumas, et c'est aussi une des dimensions du livre, il y a un trauma, il y a des traumas, même généalogiques dans Thésée. On va avoir cette foi dans le langage. Je parle de foi parce que d'une certaine façon, c'est une foi. Nous allons attacher au mot un pouvoir de guérison. Je parle parfois des écrivains thaumaturges qui, pour moi, jouent un peu trop avec ça, qui laissent trop croire dans leur écrit que quelque chose va être réparé. En fait, ce que nous cherchons quand même dans la littérature, dans les livres, c'est un sens. Ce n'est pas seulement du divertissement. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure sur la question du sens, en fait, du sens profond, archaïque. On va chercher un sens. Et souvent, ça passe par des mots. On dit parfois désigner ou
donner un nom à quelque chose, c'est déjà un tout petit peu cerner le mal, nommer une maladie. Vous voyez avec quelle urgence on cherche à nommer ce qui a eu lieu avec cette pandémie. On se bat, on se demande quel est le nom de cette chose, quel est le nom de ce virus, comment est-ce que ça a commencé. On cherche à mettre des mots. Ça, c'est ce que nous faisons, nous autres, les humains. Nous cherchons à mettre des mots sur ce qui nous arrive. Et en français, c'est assez d'ailleurs amusant, mais que mot est jamais très loin du mot. M-A-U-X, les mots viennent de mal, un mal, les mots au pluriel, donc la question du mal, et le langage. Comme si le langage avait ce rapport comme ça un peu curieux à même une question éthique, le mal, le bien. On dit parfois qu'aussi on peut faire le mal avec la parole. Donc vous voyez cette chose connexe. Donc la question que je me pose, c'est au-delà de ces questions éthiques, c'est la question de la guérison. Et c'est souvent une question qu'on m'a posée à l'issue de l'écriture de ce livre, est-ce que l'auteur va mieux? Puisque j'ai été moi-même paralysé. Est-ce que vous êtes guéri, me dit-on? Comme si le langage suffisait. Et ce que vous allez trouver chez moi, c'est une forme de prudence, toujours, voire même de distance par rapport au langage. C'est-à-dire, je crois au langage jusqu'à un certain point. Et je crois à la réparation jusqu'à un certain point. Et le dialogue entre les frères, c'est ça. Pourquoi? Parce que Jérôme, quand il parle depuis la mort, il parle depuis ce que je vais appeler l'irréparable. Il n'y a rien qui va rendre Jérôme. Jérôme est mort. Pour sa fille, dans la vie réelle, puisqu'il a une fille dans la vie réelle, et puisque c'est le nom de mon frère et c'est le seul qui porte le nom réel dans le livre, ça ne sera pas réparé. Le père sera absent. Donc, nous faisons avec de l'irréparable. Lorsqu'il y a eu la guerre et les histoires de guerre avec tant de morts, c'est de l'irréparable. Et donc, croire au langage et un tout petit peu trop au langage, c'est pour moi trop versé du côté de la réparation. On doit accepter qu'il y ait de l'irréparable. On doit faire face à de l'irréparable. Mais par contre, on ne doit jamais cesser de croire à ce que j'appelle des actes de réparation. Pour autant, il y a des choses qui cicatrisent, qui changent, qui se transforment, voilà. Donc j'espère que ça répond un tout petit peu à votre interrogation. Oui, oui, tout à fait. C'est très intéressant. Merci. Merci. Nous allons passer au jury de l'École polytechnique de Crète. Si Monsieur Sarakinos Feven Demosthène est là. Salut. Alors, je voulais vous poser une question. Au cours de notre vie, on réalise parfois que pas tout ce qu'on a appris est juste pour nous-mêmes. Est-il possible alors pour un descendant d'une famille qui entretenait des convictions racistes dans le passé, durant plusieurs générations, de pouvoir finalement échapper à ce mode de pensée, briser la chaîne du racisme, du nationalisme et commencer à penser le monde autrement? Et si oui, dans quelle mesure, par quels moyens vous croyez qu'il serait possible? Merci. Je pense que je suis un peu dans le silence parce qu'il me semble que j'aurais besoin du contexte de cette question. J'aurais presque besoin d'en savoir plus. Et je voudrais aussi pas me retrouver à la place, disons, du médecin des âmes. Je vais vous parler de ce que je peux, c'est-à-dire en tout cas de ce que moi je suis comme chemin.
J'ai pas ça, ces antécédents-là dans ma famille, quoi qu'on trouve toujours par-ci par-là dans les branches chrétiennes, catholiques qu'il y a dans mes généalogies, des antisémites. Ce petit antisémitisme, ça on le trouve au moment du mariage de mes parents, dont je me sers pour présenter le mariage de Gatsby et d'Esther. Un membre de la famille de ma mère, c'est mon père qui me raconte ça, a dit mais elle va tout de même pas se marier avec ce juif. Donc voilà, je pense que je dis ça aussi pour dire que je ne parle pas d'un lieu de pureté morale. Je crois que la pureté morale est quelque chose de, y compris, alors si on parle même de généalogie du bien, je ne crois pas à ça. Je crois que ce sont des forces à l'œuvre qui sont entrelacées dans les généalogies. Et il se trouve que le XXe siècle regorge de violences, et notamment de violences raciales, que le temps long de l'histoire prouve que tout ça est très bien partagé entre toutes les généalogies, entre toutes les... Peut-être avec j'ajouterais quand même un biais de genre, je pense, sur les hommes, qui sont plus porteurs à travers l'histoire de cette dimension de la violence. Mais quand même, cette violence assez bien partagée. Je pense, en vous écoutant aussi, à des histoires d'écrivains. Je pense en France, un écrivain un peu, enfin aujourd'hui, qui a quand même une certaine réputation et qui est mort depuis longtemps, mais qui est Maurice Blanchot. Maurice Blanchot est quelqu'un qui, dans la première moitié du XXe siècle, jusqu'au milieu des années 40, était antisémite. Et à la suite de la Seconde Guerre mondiale, n'a écrit des livres que pour, en quelque sorte, on pourrait dire, se racheter. Je prendrai un autre exemple qui est celui de Cioran, qui a été également fasciste à sa façon, et qui a passé le reste de ses jours à essayer d'entretenir une relation, disons, de... Donc, on voit bien qu'à l'échelle d'une vie, parfois, il y a des bascules très profondes. En vous écoutant, je pense aussi avec un cousin de Toledo également, qui lui est juste de 2 lignées juives, moi c'est plus mêlé chez moi, me racontait l'histoire des enfants de nazis qui se sont convertis au judaïsme. Chaque vie est responsable en fait de ce qui lui est livré, de ce qui lui est donné. Et en quelque sorte même, il faut prendre, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne dans Thésée, que l'ensemble des choses qui nous sont données à la naissance, que ce soit un milieu social, que ce soit une famille, que ce soit de la richesse ou de la pauvreté, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit une vertu éthique ou non, c'est cette sorte d'héritage qu'il y a à transformer. Et c'est posé souvent comme une forme d'énigme. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui fait que je suis là ? Et qu'est-ce que je vais faire avec ces différents héritages ? Et ça, c'est le travail. En fait, je dirais, c'est vraiment le travail. Dans Thésée, j'emploie le terme de plan 1 et plan 2 de l'existence. Le plan 1, si vous voulez, du travail, c'est comment est-ce que je vais gagner des sous pour arriver à nourrir ma famille, comment est-ce que je vais me loger, comment est-ce que je vais m'en sortir. Et puis le plan 2, c'est quelles opérations j'accomplis à l'échelle de ma vie pour transformer, voilà, pour transformer ce qui est donné. Et je crois que Thésée, je lui ai donné ça, cette grande question sur cette transformation. Qu'est-ce que je fais des morts ? Qu'est-ce que je fais de leur histoire ? Qu'est-ce que je fais de ce qu'ils ont laissé ? Par exemple, pour moi, une question généalogique, c'est qu'est-ce que je fais de l'héritage d'un grand-père qui a été une figure de l'industrie et qui a conduit en quelque sorte en partie au désastre dans lequel nous sommes, qui est un désastre écologique. Qu'est-ce que je fais de ça ? Donc, je crois que voilà, chaque vie va avoir plus ou moins à poser, à répondre à ces sortes d'énigmes qui nous sont laissées.
Et voilà ce que je peux dire de cette question sans connaître exactement le sous-texte de cette histoire. Merci beaucoup. On va passer à l'université, au jury de l'université des Ioannina, et nous avons Madame Sophie Velikiou. Bonsoir et merci beaucoup pour ce dialogue. Alors, la question est, dans le livre, il y a des noms propres qui sont tout sauf banals, interpellant l'histoire ou la mythologie, et de substituts de noms. Alors, les liens de parenté, comme le frère, la mère, l'aïeul. Alors, enseignez-vous un balancement entre le personnel et les communs, comment dire, un malaise du moi dans le flux de génération. J'ai besoin de la fin de la question. La fin. Insinuez-vous un balancement entre le personnel et le commun, un malaise du moi dans le flux des générations, par rapport aux noms propres qui sont tout sauf banals, interpellant l'histoire, la mythologie, ou des substituts de noms, les liens de parenté, le frère, la mère, l'aïeul. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de... Je ne suis pas, moi, un écrivain du moi, comme on a pu dire en France. J'ai toujours été très mal à l'aise avec ce qu'on appelle l'autofiction en France. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit pour parler de lui. Je pense que ma vie n'a aucun intérêt et que je suis d'accord avec Michel Foucault lorsqu'il dit qu'on écrit pour s'effacer. C'est assez paradoxal avec ce livre parce que je mobilise énormément de choses qui sont très personnelles. Mais je le fais pourquoi? Je le fais qu'à partir du moment où je pense que j'ai trouvé une manière de lui donner une dimension collective. Donc c'est ça, alors je vais préciser sur ce que j'entends par cette dimension collective. Mais il y a un premier état sur les transformations des noms, ou ce que je vais appeler même l'écologie des noms dans Thésée, parce qu'il y a toute une écologie des noms. C'est que j'aime, en tant que lecteur, moi, j'aime avoir un rapport en tant que lecteur d'exégète. J'aime bien que les livres ne donnent pas tout, qu'il faille aller chercher le sens. J'ai travaillé dans mes travaux de recherche, des recherches sur beaucoup de livres qui sont pour moi un peu canoniques de l'histoire littéraire, notamment Le Quichotte. C'est un livre inépuisable, c'est un livre qui résiste, qui est beaucoup, beaucoup plus intelligent que moi. Et je dirais que les travaux, j'aime bien quand on arrive à même découvrir. C'est-à-dire que Thésée, pour moi, j'apprends en écoutant les autres en parler. Alors, ce qu'il y a dans l'écologie des noms, c'est ça. Je vais nommer Esther. Esther, dans la Bible, c'est celle qui cache. C'est celle qui sauve aussi. Donc, ça va avoir des incidences sur les sens de lecture. Talmaï, c'est un nom qui, dans Thésée, semble un nom juif, mais dans la Bible, c'est un nom non juif. Donc là, on voit ce que j'appelle le maranisme, ce mélange, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui ne l'est pas, cette manière de troubler les identités que je vais aller chercher. Oved, c'est celui aussi qui est relié au sacré, qui est un serviteur du sacré. Oved, ça vient de la racine hébraïque avad. Et avad, c'est le travail, le servant. Quand on parle du peuple opprimé en Égypte, c'est ça, c'est le peuple serviteur, celui qui est esclave. Donc, Oved, c'est un serviteur du divin. Et vous voyez, Oved, dans Thésée, il cherche sa prière. Est-ce que je savais tout ça avant d'écrire? Je savais certaines choses. Mais beaucoup de choses que je suis en train de vous dire là, je les découvre en écoutant les uns et les autres, en apprenant des lectures des uns et des autres. Jérôme, c'est le nom du traducteur. Et ça, c'est explicite dans le livre, c'est le nom du traducteur de la Bible. Saint Jérôme, Hieronymus. Thésée, on l'a déjà vu. Et j'en viens à mon deuxième élément de pourquoi il y a cette écologie des noms. Et là, c'est une dimension plus contemporaine, c'est que je vais m'intéresser dans mes autres livres à essayer de comprendre ce qu'on appelle Europe. Qu'est-ce qu'on appelle Europe? Qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est fait de quoi? Comment on arrive à le définir? Il y a beaucoup de gens qui essayent de définir ça.
en ramenant ça à ce qu'ils appellent l'identité, ou ce qu'ils vont appeler les nations, ou ce qu'ils vont appeler l'héritage chrétien, ou ce qu'ils vont appeler l'héritage judéo-chrétien, en excluant au passage d'autres héritages et d'autres traditions. Et c'est là où moi j'en reviens à ce principe de traduction. Moi, sans cesse, je définis l'Europe très différemment, comme si c'était une bataille culturelle, comme si c'était pour laisser une trace, pour dire non, non, regardez comment dans Thésée, tous ces noms composent, font des noms juifs, des noms ottomans, des noms grecs, des héritages maranes, judéo-espagnols, des goumiers algériens qui se battent sur le front belge face à un ennemi allemand, des morts et des morts qui viennent de tous les recoins du monde. Et donc, il y a des phrases comme ça dans Thésée sur quelle histoire on écrit au nom des morts. Alors ça, chez moi, c'est très, très fort, ce que j'appelle là aussi la nécropolitique. Beaucoup de nations vont écrire une histoire très nationaliste au nom des morts. Celles et ceux qui se sont battus pour la France, sans jamais préciser que celles et ceux qui se sont battus pour la France venaient des 4 coins du monde, de toutes les traditions. Et je dirais parlaient presque toutes les langues. Et donc, je vais rechercher du côté des morts, en quelque sorte, un conseil. Et aussi dans cette écologie des noms. Vous avez des noms de toutes les traditions. En ayant un espoir sur le fait que oui, Thésée, sa vie nouvelle, c'est un moment où on vit en Europe de grands retours identitaires nationalistes et où en tout cas quelque chose se dit depuis la littérature. Moi et tant d'autres, moi et toujours depuis la littérature pour moi dit toujours quelque chose qui est très transfrontière. Eh bien, c'est ça, c'est dire quelque chose depuis les morts sur le présent. J'espère que ça répond en partie à vos questions sur les noms, même si je sais que je me suis un tout petit peu éloigné de la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, à l'Université nationale capodistrienne d'Athènes et on a Fanny Carry avec nous. Bonsoir. L'écriture de ce livre a-t-il été cathartique pour vous? Et peut-être, est-ce que l'art a ce but pour vous? Est-ce que vous voulez que je répète la question? Est-ce que l'écriture a été cathartique et puis Voilà. Est-ce que l'art a ce but peut-être pour vous? Je reviens d'ailleurs un instant sur ce que je disais, puisque Spiros avait eu la gentillesse de mentionner un autre texte qu'il est en train de traduire, qui s'appelle « L'inquiétude d'être au monde ». Et quand on lit « L'inquiétude d'être au monde » en parallèle avec Thésée, on comprend aussi très, très concrètement ce que je venais de dire sur la question des mémoires multiples de l'Europe qui s'entremêlent, qui s'entrelacent face à d'autres formes, d'autres rapports à la mémoire plus identitaristes. Donc, ce rôle de l'art, cette fonction de l'art, on retourne d'ailleurs un peu, je trouve, avec ça, sur cette question de la guérison, mais disons que je vais peut-être y répondre en passant par les fantômes, la question des fantômes, puisque la catharsis, ça un peu, en tout cas dans la façon que j'ai de l'entendre, ou dans l'histoire de la tragédie, ou dans l'histoire du théâtre, le spectacle, c'est bien campé cette histoire de la catharsis. C'est je viens vivre des émotions pour en quelque sorte alléger, rendre plus transparent un bouillonnement intérieur qui autrement serait impossible, ou une fièvre, et donc l'art venant comme libérer, soulager ce trop-plein d'émotions, de passions que l'on vient consommer parfois ou découvrir quand c'est une pièce de théâtre. La création, c'est un peu autre chose. La création, on n'est pas soi-même dans la réception.
Il me semble que la catharsis, elle est plus du côté de la réception. Dans l'acte des créations, c'est un peu autre chose, mais je vais quand même essayer de vous dire en quoi ça pourrait s'apparenter à de la catharsis. Et en passant par les fantômes. Je vis, moi, depuis des années avec une question liée au suicide d'un frère. Ça échappe pas au lecteur. Je pense qu'il y a une dimension très incarnée dans le travail. Et d'ailleurs, je vais chercher ça parce que j'ai du mal avec les formes ce que j'appelle le roman-roman. Le roman-roman qui serait une sorte de pure fiction, pur exercice d'imaginaire. À titre de lecteur, j'ai du mal parce que j'ai l'impression d'un faux, d'une artificialité qui m'apprend pas grand-chose sur la vie. J'ai l'impression d'avoir ça sur Netflix toute la journée, et parfois j'aime bien d'ailleurs, mais c'est pas ce que je vais chercher souvent dans les livres. Je vais chercher une dimension plus profonde, plus existentielle. Et donc, moi j'ai des fantômes. Je vis avec des fantômes. J'avais interrompu le dialogue avec eux. Et Thésée a eu cette fonction, peut-être le mot catharsis ou le mot désenvoûtement. C'est-à-dire que tout d'un coup, je les ai rendus présents. Quand il me vient l'idée de faire dialoguer Thésée avec le frère mort au cimetière, ce qui se passe en moi au moment de l'acte de création, c'est que je vais, par différents outils, réellement contacter mon frère. Je lui parle. Donc, je reprends un dialogue. Je reprends un dialogue avec celles et ceux dont j'avais essayé de me séparer. Voilà un peu sur ce mode des fantômes, des désenvoûtements, qui rejoint d'autres éléments de mon travail, sur des essais comme Le Être et le Boulot, essais sur la tristesse européenne, ou d'autres livres, Oublier, trahir, puis disparaître. C'est que à l'issue du XXe siècle, il y a beaucoup de fantômes. Il y a beaucoup de fantômes généalogiques. Il y a beaucoup de fantômes. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On n'en a pas toujours conscience, mais il y en a dans chaque lignage, dans chaque histoire familiale. Parce que quand on a des guerres, des formes de vie qui détruisent beaucoup, ça crée des spectres, ça crée des fantômes. C'est ce qui a fait que Jacques Derrida qualifiait ça de hantologie, l'ontologie des fantômes, des hantises, des spectres. Moi, j'ai écrit sur ces dimensions-là, c'est-à-dire que l'espace européen, à l'issue du XXe siècle, sans doute particulièrement, c'est un espace hanté. C'est une maison hantée, en quelque sorte. C'est un espace plein de fantômes. Et donc, vous verrez, si vous lisez d'autres de mes livres, il y a souvent cette dimension un peu de Ghostbusters, de dialogue avec les fantômes, d'aller là où il y a du spectre, où il y a cette sorte de spectrologie. Et pourquoi ? Parce que si tout d'un coup je reconnais qu'il y a fantôme, déjà c'est de la présence, c'est plus quelque chose qui hante. Donc ça prend la forme de cette catharsis. Ça me possède moins et c'est plus là. Et donc j'arrive à dénouer quelque chose qui autrement me hanterait. Merci. Merci beaucoup. Nous avons de la part du jury de l'Université Démocrite de Thrace, Marianne Parisiari. Dans votre roman, on aperçoit des éléments cinématographiques et un style d'écriture poétique. C'est votre style personnel, et sinon, pourquoi vous avez choisi ce style d'écriture? Merci. En fait, dès qu'on en vient à des questions de technique d'écriture, j'aime toujours préciser que moi j'ai un rapport au texte qui est un rapport matière. Il y a de la matière, il y a du texte. Pour les gens qui font du documentaire, parfois ils disent ils ont des rushs.
Les rushs, vous savez, en tout cas en français, c'est le terme qu'on emploie pour dire j'ai des bouts d'entretien, j'ai des bouts de dialogue, j'ai fait des reportages, j'ai filmé à tel endroit, j'ai interrogé telle personne, j'ai de la matière. Et avec cette matière, il va falloir trouver une forme. Donc, rien chez moi ne se fait a priori en disant « Ah, cette fois-ci, je vais faire un peu là, tiens, je vais faire du cinéma, et puis là, ça va être comme ça. » Rien n'est a priori. Et d'ailleurs, j'arrive même pas à distinguer les choses. Pour moi, c'est de la pure matière, et puis après, je vais commencer un peu à tailler dedans, à enlever, à découper, à monter, à faire du montage, à déplacer des blocs, à introduire, à insinuer une image, à la recadrer pour voir comment ça dialogue. Je vais chercher à sculpter l'ensemble jusqu'au point où je me dis, là, ça y est, j'ai été au bout de cette forme. Quelque chose s'est trouvé. Voilà comment je travaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer de retour à Thessalonique, à l'université Aristote, au département de lettres et littérature française. On a Eleni Hatzinikolaou qui va représenter le jury. Bonsoir. Alors, toute l'équipe de notre université a observé l'absence féminine, à part celle de la mère de Thésée, qui est marquée par des sentiments de colère. Quelle pourrait être la raison? On vous remercie. Merci beaucoup. Cette présence d'Esther, de la mère, c'est comme un pivot de l'ensemble de l'histoire. Je disais, dans la Bible, c'est celle qui cache, c'est celle qui sauve aussi. C'est un pivot. Mais sinon, ce à quoi je faisais face, c'était, pour en tout cas travailler à partir du suicide d'un frère, c'était une histoire des traumas dans des lignées masculines. C'était des fragilités généalogiques et des sortes de comportements qui cachent. Mais qui cachent pourquoi? Pour ne pas montrer la fragilité, pour ne pas montrer ce qui tremble, pour ne pas montrer la peur, pour ne pas parler des traumas. Donc vous avez raison, en fait, j'ai pas beaucoup plus à répondre que ça. C'est que en menant l'enquête pour essayer de comprendre le suicide de ce frère, je tombais en fait sur ces lignées d'hommes, qui ont traversé la guerre et qui n'ont rien voulu dire après, ou ceux qui sont tombés à la guerre. Puis cet enfant qui était un fils, qui était le fils chéri, obsédé par les généalogies, qui meurt. Et comme je vous disais, même s'il y a beaucoup d'éléments fictionnels dans le livre, la matière, elle, est réelle. Et cette matière, pour répondre à ces deux questions qui reviennent de façon lancinante dans le livre, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, et celui qui survit, c'est pour raconter quelle histoire? C'est une histoire qui est traversée par qui est presque comme une galaxie autour d'Esther, mais qui est une histoire des hommes. Et particulièrement des hommes qui refusent la fragilité, qui refusent ceux qui tremblent, qui ne veulent pas le voir, qui ne veulent pas en parler, et qui meurent pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et notre dernière question pour aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, elle sera posée par le jury de l'Université ouverte de Grèce. Maria Sifoniou est là parmi nous. En parlant de votre œuvre, vous l'avez caractérisée en tant qu'un texte errant. Pourriez-vous nous expliquer cet aspect de votre livre?
Je vais répéter parce qu'on entendait très mal. Donc, notre étudiante demandait, en parlant de votre œuvre, vous l'avez caractérisé comme un texte errant. Pourriez-vous nous expliquer cet aspect de votre livre sur l'errance? Oui, merci. Vous savez, dans Thésée, il y a cette histoire du script, du texte errant de l'ancêtre. Je ne crois pas avoir qualifié Thésée de texte errant, mais ça me plairait de le faire. Je pourrais tout à fait peut-être y penser, essayer de voir comment Thésée est un texte errant. Sans doute qu'il l'est parce que je mêle les généalogies, parce que c'est un texte de l'errance qui va croiser une part de l'histoire juive, une part de l'histoire chrétienne, une part d'autres traditions. Donc, il y a quelque chose comme ça d'un errance lorsque je dis que c'est inassignable. On ne peut pas l'assigner. Tout d'un coup, est-ce que c'est de telle chose? Est-ce que c'est de telle autre? Est-ce que c'est un livre allemand sur l'histoire allemande? Non. Est-ce que c'est un livre de l'histoire française? Non plus. Donc, voilà, ça erre entre des frontières. Le nom même de Toledo erre. L'archive erre, parce que c'est pas vraiment une... Donc, je pourrais dire ça, mais dans le terme que j'emploie dans le livre, c'est pour qualifier ce texte errant qui vient du passé. Pourquoi il est errant dans la vie réelle? C'est que c'est un témoignage laissé par un ancêtre que j'ai été relire, mais que personne ne voulait trop relire, ou celles et ceux qui le relisaient n'en parlaient pas. Et donc c'est en ce sens-là qu'il errait de main en main. Il passait, mais sans qu'on en parle trop. Pourquoi? Parce qu'on ne parlait pas du suicide de cet homme que je nomme Talmaï, le 30 novembre 39. C'était un secret. On ne devait pas en parler. Et donc, c'est en ce sens qu'il y avait ce texte-là. Et lorsque, dans la scène du cimetière, je viens redonner, je étant celui ici du narrateur, enfin, je Thésée, venant redonner le texte au frère mort, en lui disant bah, peut-être que si tu avais lu ça, peut-être que les choses auraient été différentes. C'est aussi cette errance, c'est mettre fin à l'errance. Vous savez, dans le judaïsme, lorsque le texte errant ou non errant, qui est la Torah, qui est le texte, n'est plus à une faute, on l'enterre aussi. C'est comme si on lui donnait une demeure. Il faut enterrer le texte. C'est comme si en allant donner le texte au frère, j'allais lui trouver une demeure en disant, ben voilà, ce fantôme-là, ça y est, il est nommé et il a atteint sa destination. Sa destination, c'était que tu le lises, toi qui es mort, pour peut-être que tu comprennes ton suicide, pour peut-être que tu comprennes cette pulsion de mort. Donc c'est un geste rituel, c'est un geste presque chamanique d'intercession à partir de ce texte errant. Et ce que je pourrais dire pour finir, c'est que si vous lisez attentivement, vous verrez que, et c'est une dimension de la vie qui me touche beaucoup, c'est que beaucoup des cycles de vie dans Thésée sont pris dans des promesses. Et ça, c'est aussi ce qui nous lie à un texte errant. C'est que nous sommes toujours les enfants d'un texte errant. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque vos parents décident de votre nom, avant ou après votre naissance, peu après, ils fixent un texte errant. Le texte, c'est le nom. Et il est errant, pourquoi? Parce qu'il flotte. Vous n'avez pas encore de définition. On ne sait pas encore qui est un être qui vient de naître. Et tout de suite, on lui accole ce nom. Et la vie, c'est cette sorte de recherche à coller ou à faire atterrir ce texte errant. Qui est cette personne qui a été ainsi nommée et que je suis? Et dans Thésée, il y a beaucoup de promesses comme ça de Talmaï qui dit après la mort d'Oved, il fait la promesse, nous revivrons, et puis il trahit la promesse. Le moment des 30 Glorieuses et de la croissance après la Seconde Guerre mondiale, c'est cette promesse. Donc c'est encore ce texte qui dit ça ira mieux et tout sera reconstruit et tout sera oublié et tout sera formidable. Et ça retombe.
Et donc, pour moi, la question, c'est aussi cette question du langage, c'est qu'on est tous un peu comme ça, à vivre dans ce texte errant, dans ces noms, et on essaye que ça colle d'une certaine façon avec une expérience de la vie. Il y a une autre promesse que fait le frère, c'est « je ne me tuerai pas », par exemple. Ça, c'est un autre texte errant. Ça erre. Une promesse qui n'est pas tenue, elle reste comme ça suspendue. Vous êtes suspendu à une promesse et vous attendez qu'elle se réalise. Et elle ne se réalise pas, voire elle est trahie. Donc c'est un motif très fort de la vie, ça. En permanence, être là à essayer de comprendre ce qui, dans la parole, a été noué et n'arrive pas à se dénouer. Merci. Merci Camille de Toledo pour ces moments émouvants. Merci à tous pour toutes vos questions pertinentes. On sait bien qu'il y en a beaucoup d'autres questions et on pourrait continuer la soirée à poser des questions. Votre ouvrage s'offre à plusieurs questions car c'est vraiment une introspection sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'histoire. Et je crois qu'on pourrait voir comment continuer sur une autre Zoom ou à répondre aux questions des étudiants, à voir ensemble. Et je laisse le dernier mot à la consul générale et on vous dit à très bientôt via Zoom ou via un autre moyen. Merci. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Je pense que vous avez vraiment réussi à puiser dans cette histoire personnelle tout en nous envoyant plein de pistes. Je crois que c'est une vraie réussite. Et puis cette histoire, elle a un véritable écho ici à Thessalonique. Vous racontez ces générations juives de judéo-espagnols qui ont quitté cette terre pour partir en France, pour partir vers d'autres horizons, avec énormément de déchirements autour de tout ça, plein d'histoires. Donc je suis sûre qu'elle fera écho auprès de plein de personnes, ici ou ailleurs, de tous ces peuples déracinés qui doivent peut-être un jour se pencher sur leurs racines pour comprendre un peu mieux les choses, se poser, sortir de ce tourbillon infernal dans lequel on est très souvent. Donc, merci vraiment pour toutes ces pistes. Je voulais aussi juste simplement dire que cette rencontre se situe dans le cadre de nos événements autour de la francophonie de mars 2021 à Thessalonique. Vous êtes notre premier événement. Merci beaucoup. On terminera par un autre événement autour du choix Goncourt, autour des impatientes. Merci encore pour ce temps. On aurait envie de continuer toute la soirée. C'est vraiment, je pense que là, on est tous partis vers d'autres horizons, d'autres réflexions. Merci de nous faire décoller et très bonne soirée. On ouvre juste le micro tous pour une bonne nuit. On a dit de se dire tous un bonjour, même sans voir le jury. D'accord. Danae, on dit juste, on entend juste les étudiants, juste une bonne nuit. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et bonne continuation, bonne lecture. Bonne lecture. Merci à tous. Bonne nuit. Merci à tous, à Berlin, à Thessalonique, partout. Au revoir. Au revoir. Au revoir.